Bonjour à toutes et à tous. Donc aujourd'hui nous allons parler du marché du manga en France, un marché qui connaît un rebond depuis 2 ans. Cette année, on peut constater dans les différents bilans qui sortent une augmentation de 10% du volume de vente des mangas en France, et on arrive aujourd'hui à 13,6 millions de mangas vendus l'année dernière, en 2016. Donc pour essayer de décortiquer un petit peu tout ça, les nouvelles dynamiques et les évolutions éventuelles du lectorat, donc j'ai avec moi 2 éditeurs, un libraire et un spécialiste de la presse manga. Alors je vais laisser se présenter. Messieurs, bonjour. Bonjour, donc je suis Renaud Dayen et je dirige le site manganews.com. Bonjour, Ahmed Aïe, directeur éditorial des éditions Kiyou. Bonjour, Léonard Christophe, créateur et gérant de la librairie Ayakushon. Et bonjour à tous, je suis Iker Bilbao, je suis responsable éditorial du groupe Delcourt. Merci. Alors, on va commencer par cette nouvelle dynamique du marché du manga qui connaît sa 2e année de hausse consécutive après 5 à 6 ans de baisse. Donc, la première question, j'aimerais savoir comment avez-vous perçu, que ce soit pour les éditeurs, sur le site internet ou en libraire, ce retour en force du manga ces 2 dernières années. Alors, on va commencer par les éditeurs, on va commencer à l'autre bout. Iker, je te laisse commencer. Très bien. Déjà, on a remarqué ce changement au second semestre 2014. Donc, il y a eu un basculement soudain durant l'été 2014. Alors, les causes sont diverses. Je pense de toute façon que le marché était encore assez fort dans le sens où certains événements, notamment les salons, continuaient à avoir une fréquentation assez forte. Donc, le public était toujours là. La question était davantage sur quelle était vraiment l'approche éditoriale des éditeurs et éventuellement aussi ce qui va en ressortira après sur la commercialisation de ces livres. Et donc, alors, nous au niveau du groupe Delcourt, on l'a vu dans le sens où on a eu des titres forts qui sont apparus sur cette même période-là, notamment Food Wars chez Tonkam ou Is The Beast chez Soleil Manga. Donc quelque part, on a nous aussi accompagné ce phénomène. Donc au niveau éditorial, il y a certainement eu des nouveaux titres, ce qui a été particulièrement amplifié l'année dernière avec les One Punch Man, My Hero Academia ou Platinum End. Mais cette hausse, ce qui était très intéressant, c'est qu'elle se faisait malgré le repli des 3 titres les plus importants du marché, qui étaient One Piece, Fairy Tail et Naruto. Donc c'était vraiment la nouveauté qui portait ce dynamisme-là, et il était aussi porté par les éditeurs intermédiaires, excusez-moi, mais ce n'était pas forcément les 3 gros qui portaient le marché, mais le dynamisme venait d'autres éditeurs et aussi de nouveaux arrivants comme Akata, Komiku ou d'autres petits éditeurs. Donc c'est tous ces phénomènes qui, selon moi, ont participé au redémarrage entre guillemets du manga. D'accord. Et Ahmed, chez Kiyun, même analyse? Alors, à peu près dans les grandes lignes, je voudrais nuancer quand même le redémarrage parce que il y a pas mal d'oiseaux de mauvaise augure qui annonçaient une disparition du manga, une crise du manga, et c'est des analyses qui étaient un petit peu exagérées. Moi, je pense que le marché était loin d'être en crise parce que les lecteurs ont toujours été là. Comme le disait Iker tout à l'heure, les événements comme Japan Expo n'ont pas connu de baisse de fréquentation. Les lecteurs ne sont pas dirigés vers le comics ou vers d'autres types de lecture. Je pense que ce qui s'est passé, c'est qu'on a eu un creux d'intérêt des lecteurs parce que les blockbusters qui portaient le marché depuis 20 ans étaient là depuis 20 ans, tout simplement. Naruto, One Piece, Fairy Tail un petit peu plus récemment, mais c'est des séries qui se vendent encore énormément, mais qui baissaient pas mal ces derniers temps. Et je pense que les lecteurs avaient juste envie de nouveautés, avaient envie de nouveaux personnages, avaient envie de lire de nouvelles histoires. Et le gros redémarrage de l'année 2016, effectivement, montre bien que moi je pense que la cause principale, c'est vraiment que les lecteurs voulaient du neuf. D'accord. Pour les librairies, Christophe? Alors, pour 2015, il y avait effectivement cette stagnation au niveau du lectorat qui consommait toujours la même chose, mais pas plus. Donc en fait, ce qui nous manquait à nous libraires, c'était des licences qui relancent un peu la machine, puisque de toute façon les ventes étaient
toujours les mêmes, mais on n'arrivait pas à recruter plus que ce qu'on avait l'habitude de voir comme clientèle. Donc il a fallu des séries nouvelles, de nouveaux éditeurs qui nous amènent de la fraîcheur. Et d'un coup d'un seul, à partir de 2015, la machine a commencé à redémarrer comme dans les beaux jours. Et effectivement, ça a été un vrai appel d'air. On a recruté des nouveaux lecteurs et nouvelles lectrices. Et ça a été juste génial parce que ça permet de continuer. Juste pour ajouter un mot, pas oublier aussi que c'est ce qui s'est passé avant qui n'était pas naturel, c'est-à-dire que le marché manga, en 10-15 ans, on a publié tout ce que comptait le Japon du blockbuster en 20-30 ans. Chaque éditeur avait, chez Kana, il y avait Naruto, Samurai Deperkyo, Death Note, tout ça en même temps, plusieurs séries qui écoulaient à près de 100 000 exemplaires par tome. Clément, pareil, avait un nombre de blockbusters extrêmement important. Et cette espèce d'âge d'or qui était super cool pour les éditeurs, je pense que n'importe qui serait content d'avoir 3 ou 4 blockbusters comme ça à son catalogue en même temps. Mais la fête s'est un petit peu terminée à partir du moment où on a rattrapé le Japon, tout simplement. Donc on a rattrapé le Japon. Et moi je trouve que c'est plutôt au contraire extrêmement rassurant qu'on ait connu des chutes de marché que de l'ordre de 5, 6, 7%, alors qu'on passait d'un marché vraiment très très riche en blockbuster à un marché qui était porté uniquement par Naruto, One Piece et Fairy Tail. Juste aussi, si je pouvais juste ajouter un point, c'est un peu plus technique, mais ce qu'on a remarqué aussi, c'est que cette crise s'est accompagnée d'une crise en vente de la grande surface, donc les GSA, et ce qui a beaucoup influencé le marché, mais qui ne se voit pas forcément. C'est-à-dire que les grandes surfaces n'ont pas des étalages indéfinis, et ils ont privilégié forcément les One Piece, les Naruto et les Fairy Tail. Ce qui a rendu beaucoup plus délicat pour les nouvelles licences de s'installer en grande surface, donc de franchir certains paliers au niveau des ventes. Donc voilà, tous ces systèmes font que sur les grandes surfaces, on a d'ailleurs toujours une baisse qui se fait ressentir, parce que même des One Punch Man ou des My Hero Academia ou des Platinum End ont du mal à gagner de la place par rapport à One Piece ou Naruto ou Fairy Tail, où au bout de 80 volumes, il faut qu'ils soient tous là, ça prend beaucoup de place. Et je pense que cette croissance aussi, au-delà même du fait éditorial, parce que ce qui était déjà évoqué, c'est que c'est aussi le travail des libraires, des ventes sur Internet aussi, qui ont progressé et qui ont aidé des nouvelles habitudes de consommation du manga et d'achat. Et au niveau de la presse, sur ces 2 dernières années, est-ce que ça s'est ressenti aussi? Alors, par rapport à l'Internet, en fait, ce qui a changé, surtout, c'est que les recherches, en fait, je ne vais pas parler de vente, parce que je ne vends rien sur Internet, mais par contre, pour les internautes, ce qui a changé, c'est que dans les 2 dernières années, autrefois, les internautes ne cherchaient surtout que One Piece, Dragon Ball, Fairy Tail. Et puis, depuis un an, maintenant, ce qui est devenu le plus important pour les internautes, ce sont les recherches qui ont trait à One Punch Man, My Hero Academia, ou d'autres nouvelles licences, en fait. Donc ça a complètement changé. La taille des titans aussi a beaucoup changé aussi, puisqu'en fait, il y a beaucoup de recherches qui sont effectuées sur la taille des titans, et beaucoup de recherches d'informations sur ces séries. Tous les animés aussi, il y a eu beaucoup d'animés aussi qui sont produits sur ces nouvelles séries, et qui ont augmenté, qui ont donné une grosse fréquentation par rapport à ça. Et donc on diminue aussi les blockbusters qui sont beaucoup moins d'intérêt en tout cas sur Internet par rapport même aux séries animées en fait. Alors pour rentrer un petit peu dans le détail de cette augmentation des ventes, si on parle justement de ces blockbusters, on voit que vous étiez qu'il y a un peu 2 générations qui se chevauchent en ce moment. Est-ce que ces nouveaux blockbusters fonctionnent en reprenant les mêmes recettes et fonctionnent parce qu'ils sont nouveaux et qu'on avait besoin de sans frais, ou est-ce qu'il y a vraiment des choses qui changent entre les 3 séries qu'on a d'affichées ici et les précédents blockbusters comme One Piece, Fairy Tail? Qu'est-ce que c'est un nouveau blockbuster en 2016-2017 Alors on va commencer par ceux qui les recherchent. Ahmed, toi qui en as eu un, My Hero Academia, est-ce que tu dirais que il y a quelque chose de nouveau? Alors, pour My Hero Academia comme pour One Punch Man, oui et non. Quelque chose de nouveau, plus dans l'emballage et dans la thématique, mais dans les recettes. La force du manga et la force du manga blockbuster, c'est que souvent, c'est des récits qu'on peut pitcher en une ligne. Naruto, c'est je suis un enfant d'animé et je veux devenir le plus grand des ninjas. One Piece, c'est
J'ai le format aimé. J'ai 50 ans d'arrivée. Et le roi des pirates, tout sera le roi des pirates. Ouais. My Hero Academia, c'est je suis un enfant sans pouvoir et je génère le plus grand des super-héros. Et One Punch Man, c'est je me suis trop entraîné et je peux dégommer tout le monde en un coup de poing. C'est un peu la force et l'essence même du shonen dans sa forme la plus pure, c'est qu'à partir de postulats extrêmement simples et du coup extrêmement universels, les auteurs arrivent à développer des univers extrêmement riches et des galeries de personnages extrêmement développés. My Hero Academia, c'est exactement ça, hein. Le postulat de départ est extrêmement simple et l'intérêt se trouve dans les relations entre les personnages et la manière dont ils vont chacun essayer d'accéder à leur Graal. Ce qu'il y a de nouveau, c'est vraiment cette thématique des super-héros qui était très peu représentée en manga auparavant, ou quand c'était représenté, c'était pas forcément des gros succès commerciaux au Japon et encore moins à l'étranger. C'est un peu une nouvelle génération d'auteurs. Korei Horikoshi, notamment, c'est un éditeur japonais, c'est quelque chose qui est un petit peu nouveau, qui a grandi avec les mêmes influences de pop culture que les occidentaux. C'est un fan absolu de Star Wars, c'est un fan de Spider-Man, c'est un fan de Retour vers le futur, et du coup, dans sa manière de raconter des histoires et dans sa manière d'exposer des personnages, il y a quelque chose de plus frais, de plus moderne et de plus actuel que ce qu'on pouvait retrouver dans les blockbusters de la génération précédente, qui par définition sont plus datés aujourd'hui. D'accord. Quelque chose à ajouter? On remarque aussi que sur les 3 titres, on a quand même que des auteurs qui avaient déjà été publiés par le passé, puisque Obata avait quand même réussi de très belles ventes sur Death Note, Murata d'excellentes ventes aussi avec H21, et Horikoshi avait été publié chez Delcourt pour Crazy Zo, dans lequel on trouvait déjà un spin-off, spin-off de My Hero Academia. Je parle pas des parents, je vous invite à découvrir Crazy Zo d'ailleurs. C'est excellent. Mais voilà, à la différence des blockbusters du passé, on ne peut pas dire que Fairy Tail ait vraiment profité des ventes de rave pour s'installer, et Oda ou même Kishimoto non plus. Alors que là, on a quand même, ne serait-ce qu'au niveau des points de vente, je suis désolé, je reparle un peu commercial, mais je laisserai continuer. Mais je pense que pour présenter aux commerciaux et pour présenter aux libraires Platinum End en venant avec les ventes de Death Note, c'est quand même un peu plus facile d'installer des nouveaux blockbusters. Effectivement, c'était plus difficile pour My Hero Academia, je pense, parce que là, il n'y avait pas un historique énorme. Et même pour Murata, je pense que One Punch Man, avec l'animé qui sortait en même temps, là aussi, a aidé. Donc on est quand même sur des choses qui sont peut-être un peu plus travaillées et réfléchies en termes de placement et en termes de vraiment d'accompagnement pour en faire des blockbusters. C'était pas forcément écrit que ce serait des blockbusters. Alors que quand Fairy Tail est arrivé, par exemple, on savait déjà que ça allait être un carton. C'est-à-dire qu'il n'y avait même pas besoin vraiment de sortir vraiment l'artillerie lourde. Alors que, pour mémoire, sur ces 3 titres, il y a quand même eu d'énormes investissements pour en faire des blockbusters. Ouais. Moi, de ma petite fenêtre de libraire, en fait, les représentants qui viennent vous présenter ces titres-là viennent avec des argumentaires plus intéressants que les uns que les autres, ou pas d'ailleurs. Et pour la peine, Platinum End, évidemment, là on met en avant les titres précédents. On va mettre Death Note forcément en avant en disant rappelle-toi des ventes qu'on a fait là-dessus, nostalgie quand tu nous tiens. Et donc, oui, effectivement, tu vas en prendre des volumes. Alors là, tu fais des quantités assez intéressantes pour eux. One Punch Man, on va pas travailler vis-à-vis de Aiship puisqu'il n'y a pas qu'un nom d'auteur dessus. Donc qui est One, qu'est-ce qu'il a fait avant? En fait, One Punch Man a surtout bénéficié d'une pub bien avant, via la voie de publication de l'auteur qui a commencé à intéresser tout le monde. Et puis on savait que tous les éditeurs, enfin une partie des éditeurs sont retrouvés pour l'avoir. Et puis My Hero Academia, là c'était la surprise parce que les titres précédents ne se sont pas forcément bien vus, bien vendus, bien placés. Mais dès qu'on avait un affectif pour l'auteur, on essayait de le travailler au maximum. Et en fin de compte, on a bien fait parce que My Hero Academia est quand même une des très très grosses ventes du moment, quelle que soit la taille du libraire.
Même le libraire généraliste en prend et on vend régulièrement. One Punch Man, un peu moins parce que c'est un peu plus particulier dans le traitement de comment on raconte l'histoire. Les gens cherchent encore un peu le fil rouge que dans tout shonen on essaie de trouver rapidement, ce qui n'est pas le cas. Et puis Platinum, les gens qui ont mangé du Death Note, ils sont complètement acquis à la cause et potentiellement essayer d'en recruter d'autres. Donc non, là on a 3 titres qui ne se vendent pas de la même façon et ne sont pas proposés de la même façon et n'ont pas le même type de proposition vis-à-vis des libraires. Donc on a des titres qui fonctionnent très bien, mais qui n'ont pas du tout les mêmes placements. Donc ça c'est très important vis-à-vis du libraire qui doit se dépatouiller avec des argumentaires, qui comprend ou pas d'ailleurs, et après faire sa sauce en ayant lu le bouquin. Et là, je peux vous dire que c'est beaucoup plus compliqué de lire 160 nouveautés par mois. Alors on va passer des nouveaux blockbusters aux nouveaux lecteurs. Normalement, avec l'arrivée de nouveaux blockbusters, on devrait avoir des nouveaux lecteurs. Mais la question est de savoir, est-ce que ces lecteurs sont un peu les mêmes? C'est-à-dire, est-ce qu'on a le transfert, les lecteurs de My Hero Academia, c'est les lecteurs de One Piece, ou est-ce que dans la nouvelle génération, on trouvera encore les mêmes lecteurs qu'avant? Donc si on regarde, donc là on a une répartition un petit peu des lecteurs de manga, alors c'était en 2011, est-ce que les lecteurs de manga 2011 ou les années précédentes, est-ce qu'ils ont évolué? Est-ce qu'on a toujours le même lectorat aujourd'hui? Alors on va commencer par Alors, toi, Renaud. moi j'ai des chiffres sur internet en tous les cas, sur mon site. Le lectorat, la moyenne c'est 26 ans à peu près. Donc, et c'est assez stable en fait depuis pas mal d'années. Donc on a un lectorat qui est assez vaste, mais en moyenne qui a vraiment un âge entre 25 et 30, et donc qui lit à peu près tout en fait. Donc qui a lu One Piece, mais qui est aussi intéressé par la nouveauté en fait. Donc, en librairie, Christophe, est-ce que c'est les nouveaux lecteurs qui arrivent, est-ce qu'ils ressemblent aux anciens ou ils ont quelque chose de différent? Alors, on va les appeler les nouveaux lecteurs électriques. La particularité, c'est que ce sont des personnes qui ont été recrutées bien justement ces nouvelles licences. C'est-à-dire des gens qu'on n'avait jamais vus physiquement, qui peut-être commandaient sur Internet. Puis d'un coup, ils nous ont découvert. Ah bah putain, il y a une boutique avec des livres dedans, qu'est-ce que c'est? Bah, c'est une librairie. Et viens, rentre, on va t'expliquer comment ça se passe et comment on peut te faire apprécier tel ou tel titre. Là, nous, sur notre point de vente, on a une petite particularité, parce que je ne peux pas dire que tout le monde fasse la même chose, c'est qu'on a un âge de lectorat qui commence à 18, pour se terminer à la quarantaine, voire un peu plus. Et effectivement, ces personnes consomment un peu tout. Ce sont des gens qui lisent du seinen, du shonen, du shoujo, et qui ne sont pas du tout sur un genre précis, qui sont plutôt curieux la plupart du temps, du moment qu'on leur propose un titre intéressant. Petite particularité aussi, c'est la façon dont ces personnes consomment, parce que ils prennent entre 2-3 bouquins à chaque passage, et plus si affinité. Mais en tout cas, ces personnes-là sont stables en termes d'achat, sont le socle qui permet de continuer notre activité. Et justement, en 2015, on a commencé à voir arriver des gens qu'on ne connaissait pas de façon régulière. Voilà. Et justement, ces licences qui ont un peu relancé, ont donné un nouveau souffle, pas relancé en soi, mais donné un nouveau souffle d'intérêt. Donc on a pu, grâce à ces nouveaux titres, proposer des anciens et donc continuer à vendre du fond tout en proposant de la nouveauté. Et c'est en ça que la nouvelle génération a amené un gros bonus de vente en fait dans les librairies XP comme nous. Alors je précise ma question pour en plus maintenant les deux éditeurs. Il est dit que l'arrivée des blockbusters l'année dernière, donc on ramenait des gens en librairie et comme tu disais, ils ont profité pour acheter d'autres choses. Donc la question est, est-ce qu'on a un lectorat actuel plus ouvert, selon vous, ou pas? Alors, on peut commencer par toi, Iker. Je saurais pas trop dire. Je ne sais pas perçu spécialement. Non, j'ai plutôt l'impression aussi que
plusieurs éditeurs à plusieurs reprises ont surfé sur des succès pour les développer et accroître les gammes dans différents secteurs. Je pense notamment au Survival où le succès de King's Game chez Kiyun a amené énormément d'éditeurs à se lancer dans ce secteur et forcément les libraires avaient la bonne idée judicieuse de les mettre côte à côte, ce qui a amené, comme il le disait, quand on prenait un King's Game, on se dit je vais tester Darwin's Game, Kingdom Game, n'importe quel game. Et voilà, il y avait une espèce d'effet naturel qui était tiens, je prends un Survival, je vais l'appeler Game quelque chose, comme on prend un shoujo, on l'appelle Love quelque chose, ou Romance quelque chose, une espèce de machine pour créer des titres. Donc ce phénomène finalement, comme il disait, on en achète un, on en achète trois, c'est quelque chose aussi qu'on remarque comme habitude dans les salons, qui nous a amené aussi à nous poser beaucoup de questions. On avait pu remarquer qu'on vendait énormément de titres de fonds à travers justement cette possibilité d'inciter les gens d'en acheter un, d'en acheter trois. Donc c'est... C'était quoi la question d'image? Alors, est-ce que le lectorat était plus ouvert? Alors, j'entendais par là, est-ce que des séries qui paraissent, avec l'arrivée de ces nouveaux lecteurs, est-ce que des séries peut-être qui sortent un petit peu des canons, justement des autres séries en dehors des tendances ou en dehors des habitudes, enfin des canons graphiques ou des canons scénaristiques, ont plus de chance avec cette nouvelle génération ou avec les lecteurs actuels qui seraient éventuellement plus ouverts? Il y a eu un vieillissement naturel du lectorat qui a amené, je pense, quand même à un accroissement du nombre de lecteurs ayant dépassé la trentaine-quarantaine, qui forcément s'attaque à des genres un peu différents. Donc sur des seinen, sur les titres historiques, sur les classiques, sur des choses comme ça, forcément il y a une ouverture qui est beaucoup plus importante. Elle est notamment très masculine, puisqu'on a remarqué aussi, en cherchant de notre côté, on a remarqué que notre lectorat féminin, sur nos shoujo notamment, était des cycles assez courts. C'est-à-dire qu'on est sur des cycles de 4-5 ans, parce que très souvent les jeunes femmes, à partir de 18-19 ans, se détournent plutôt du manga pour aller vers du roman. Donc c'est un phénomène qui est moins marqué chez les hommes. Donc voilà aussi, il y a une petite différence suivant les genres. Et donc forcément, certains genres ont pu se développer grâce au vieillissement naturel des premières générations de manga qui sont restées sur le manga. Alors, il y a aussi le fait qu'en fait, il y a des genres en France qui ne marchent pas beaucoup, dont le shoujo qui a jamais, par exemple, qui a toujours gravité à 10% de part de marché, et qui a pu décoller autrefois avec 2 licences comme Nana ou Fred Basket, mais après qui s'est toujours stabilisé en fait. À la base, le lectorat shoujo a jamais, comme dirait Ikea, n'a jamais grandi en fait. Et donc ça fait qu'en fait, en France, on est quand même très basé sur le shonen. Ce qu'on a vu d'ailleurs sur les sites qui cartonnent cette année. Et donc on a quand même 65% des gens qui lisent du shonen. Donc et ça reste assez stable. D'accord. Alors je vais répondre à la question en 2 temps. Est-ce qu'il y a des nouveaux... du coup je vais peut-être me perdre en cours de route, c'était pas vraiment sur les règles. Est-ce qu'il y a des nouveaux lecteurs avec les nouveaux blockbusters? Clairement. Et je pense que c'est pas propre à ceux qui sont sortis en 2016, mais qu'il y a eu une génération de lecteurs qui ont découvert le manga avec Dragon Ball, il y a une génération de lecteurs qui ont découvert le manga avec Naruto et One Piece, et aujourd'hui avec ces nouveaux titres-là. Et c'est marrant d'ailleurs parce que ça donne des petites guéguerres générationnelles de mais bon, c'est Dragon Ball qui a tout inventé, mais non, Dragon Ball c'est pour les vieux. Et aujourd'hui, nous, quand on a présenté My Hero Academia au départ, comme il était présenté au Japon, d'ailleurs comme le nouveau Naruto, pas en termes d'histoire, parce que les histoires et les personnages n'ont pas grand-chose en commun, mais nouveau en termes d'importance dans le magazine Shonen Jump, on a senti qu'il y avait des lecteurs qui étaient blessés au plus profond de leur ego. Comment non, il n'y aura jamais de nouveau Naruto, qu'est-ce que vous donc non, clairement, à chaque fois il y a des nouvelles vagues de lecteurs, et c'est plutôt une bonne nouvelle pour le marché du manga, c'est plutôt une bonne nouvelle pour nous, ça veut dire que le marché n'était pas tenu que par Dragon Ball, n'était pas tenu que par One Piece, aujourd'hui My Hero Academia et One Punch Man. C'est une bonne nouvelle, ça veut dire que les Français liront encore du manga dans 50 ans probablement. Et ensuite, pour la curiosité, effectivement, comme Mika disait tout à l'heure, il y a la démographie fait que voilà, les gens qui ont découvert le manga avec Dragon Ball aujourd'hui ont 30 ou 40 ans, plus de 10 personnes autour de cette table. Et forcément, même si on a découvert le manga avec le shonen,
Et même si on apprécie toujours de lire une bonne histoire shonen, on a grandi, on a d'autres velléités de lecture et on tente des choses qu'on n'aurait pas tentées par le passé. Moi, je suis profondément convaincu que le lectorat manga actuel est assez, même si ça peut vous paraître énorme quand on dit que 65% des ventes en France c'est du shonen. Bah oui, mais 65% des films qui sont vus au cinéma aujourd'hui, c'est du blockbuster américain. Et pourtant, il y a un cinéma indépendant qui est très puissant, qui est très implanté. Les gens vont voir d'autres choses aussi. Et je pense qu'aujourd'hui, le lectorat manga est de plus en plus mûr, de plus en plus éduqué et qui prend de plus en plus de risques dans ses choix. Et je suis assez persuadé que chez nous, par exemple, un Kasane ou un Silent Voice, sorti il y a 5 ans, je pense qu'on se serait gaufré assez méchamment, alors que là ça a été un énorme succès pour Silent Voice et un beau succès pour Kasane. Je pense qu'on a plus de chance en sortant ce type de titre-là aujourd'hui, et de même manière que certains de nos illustres senpai en édition ont été un peu trop avant-gardistes par rapport à leur époque il y a un certain nombre d'années. Je suis persuadé qu'un Amer Béton ou des titres de Naoki Yamamoto aujourd'hui auraient beaucoup plus de chance avec le marché actuel qu'ils n'en ont eu à l'époque. Je ne me suis pas perdu, je crois. Il y a aussi le lecteur aussi beaucoup plus ouvert. Il y a un exemple très intéressant, c'est l'Attaque des Titans, qui est un manga quand même pas spécialement bien dessiné, et même moche, on va dire. Et pourtant, il y a un très gros succès qui est lié à les gens qui l'ont découvert surtout par anime au début. Et la fanbase est très importante, il y a un gros lectorat, et pourtant qui savent qu'ils vont descendre un manga, qu'ils vont aimer un manga, mais qui pourtant qui n'est pas du tout dans les canons de ce qui a pu se faire autrefois en fait. Et ça c'est vraiment très nouveau par rapport à ce qui se faisait autrefois. Parce qu'il n'est pas dans le champ graphique habituel. Voilà. Et en principe ce manga, même les éditeurs qui l'a fait pensaient que ça ne marcherait pas parce que c'est tellement particulier et pourtant c'était très mal fait. Alors on glisse petit à petit vers des séries un peu moins connues, des nouvelles séries. Alors il faut savoir que donc le manga a cru en nombre de nouveautés chaque année. Aujourd'hui on arrive entre 1500 et 1600 sorties chaque année. Avec une légère hausse mais qui continue. Dans ce contexte, avec effectivement ces 1500-1600 sorties annuelles, alors là je vais commencer par me tourner par le libraire. Les critères pour convaincre quelqu'un d'acheter une nouvelle série, c'est quoi? Et est-ce que c'est facile? Qu'est-ce que les lecteurs te disent quand tu leur dis tiens, il faudrait que tu commences cette nouvelle série? Ils disent non. En fait, mensuellement, comme je le disais tout à l'heure, il y a 160 nouveautés en gros qui arrivent d'un coup. Alors, dans les 160, vous avez des numéros 1 et puis vous avez des suites. Voilà. Qu'est-ce qui fait que quelqu'un va pouvoir démarrer une nouvelle série en lire déjà 5-6? Ça reste un mystère, c'est-à-dire que vous avez, tout le monde a un porte-monnaie, il n'est pas extensible, donc on fait des choix. Il y a une vingtaine d'années, tout ce qui sortait, on le prenait parce qu'il n'y en avait pas beaucoup. Là maintenant, 160 nouveautés, si vous faites ça mensuellement, vous avez un salaire de ministre. Bon, c'est pas le cas, donc les gens entre, on va dire une moyenne de 5-8 séries en simultané. Pourquoi on démarrait une 10e ou une 12e? Parce que le fond de manga qui existe permet maintenant de proposer des choses différentes. Alors il y a les blockbusters qui arrivent et qui font toujours vendre. Voilà, c'est la petite Madeleine de Proust que vous achetez pour votre plaisir honteux. Et puis après, il y a tous ces titres un peu oubliés que nous, on essaye de conserver en stock et qu'on essaye de vous proposer parce que ce sont des séries terminées ou en phase d'être terminées. Des titres comme Ascension, des titres comme les X-Games qui se terminent aussi à un moment donné par arc. Voilà, on peut proposer ce genre de choses, donc dans deux genres différents bien évidemment, parce que alors là on n'est pas du tout sur les mêmes critères, mais c'est clair que pourquoi quelqu'un commencerait une série, ça vient surtout du conseil, parce qu'on essaye quand même de vous proposer des titres différents et surtout
on a une habitude de voir des gens qui lisent pas toujours les mêmes choses, mais on arrive à peu près à faire un profil de la personne qui est en face de nous en discutant, en essayant de savoir ce qu'elle aime, et je ne parle pas que de manga, c'est-à-dire qu'est-ce qu'elle lit en littérature, qu'est-ce qu'elle regarde au cinéma, et on essaye de l'orienter de façon, on va dire, intelligente vers ce qui pourrait l'intéresser. Alors des fois on fait aussi ce qu'on appelle le grand saut, on fait une proposition, on fait ça on y croit à mort, lisez-le. Bon, généralement, si la personne ne revient pas, c'est qu'on s'est planté. Voir bien et elle jette le livre à la tête. Mais dans le principe, on revient nous voir en disant c'était mortel, je donne la suite. Bon, hier j'ai un livreur de Deliveroo qui est revenu 6 fois dans la librairie parce qu'il n'a pas pu s'arrêter sur la série sur laquelle on l'avait lancé, donc il en a acheté 6 dans la même journée. Pour vous dire qu'il s'ennuyait quand même. Donc voilà, c'est ce genre de prescription qu'on fait et qu'on essaye de faire régulièrement, et puis surtout en dehors du mot prescription, c'est de donner envie à la lecture et de faire découvrir des choses variées, différentes et surtout qui ne vous sentent pas trop redondantes, parce que le manga, là je vais choquer les gens, peut-être, c'est pas super original tout le temps. Hein. Il y a une sauce, on rajoute un ingrédient et la sauce elle est bonne ou elle n'est pas. Hein. Donc voilà, et c'est pour ça qu'on essaye surtout de faire ce type de prescription différente, avec des titres pas forcément super mis en avant par les éditeurs, parce que ils sont passés de mode et qu'il n'y a plus d'argent à investir dessus, il fera sa vie et puis un jour il disparaîtra de nos étagères. Donc on essaie de les faire vivre le plus longtemps possible. Et pour la presse spécialisée, Renaud, sur Internet, comment conseiller une série, comment la faire sortir du lot, comment vous faites vous? Ah bah nous, on ne voit pas de clients, donc on ne voit pas d'internautes, donc on a plein d'outils pour promouvoir des titres. Donc il y a déjà d'abord tout ce qui est mis en avant par l'éditeur, donc la publicité, donc ça c'est le choix des éditeurs, plus ou moins s'ils croient ou pas à leur licence. Et puis après il y a nous, ce qu'on met, donc on va choisir de mettre en avant, ou on va essayer de prescrire au lecteur, donc on a des outils, donc ça va être par la chronique, ça va être par des dossiers, mais c'est pas évident parce que quand on n'a pas de retour de l'internaute, il y a des titres qu'on a envie qu'il les achète, on a bien qu'il les achète, et puis évidemment ça se vend pas, et puis nous on essaie de mettre tous les titres au même niveau, donc on parle de tous les titres, on essaie d'avoir avec plein d'outils, de dire aux gens si vous avez aimé ça, il faudra lire ça, donc c'est assez difficile, mais on essaie de donner au moins une égalité un petit peu à tout le monde, c'est pas toujours évident. D'accord. Alors, la même question, mais version éditeur. Quand vous choisissez une licence, quels sont vous les critères d'acquisition qui pourraient permettre à cette série de vivre dans ce marché bien encombré? Est-ce que ça va être le graphisme en tout et pour tout? Est-ce qu'il y a d'autres choses? On parlait de lecteurs plus ouverts tout à l'heure, donc je suppose qu'il y a peut-être plusieurs critères. Comment vous décidez? Est-ce que c'est juste le coup de cœur ou il y a vraiment des choses à établir? Amel, vas-y. Non, il faut regarder le top 10 des ventes. On demande à l'éditeur japonais si tu es dessus. Alors c'est un mélange de plein de choses. Nous, chez Kim, on a la chance, mon associé et moi, de parler japonais et donc de pouvoir lire l'intégralité des titres sur lesquels on se positionne. Donc c'est un peu naïf comme réponse que je vais donner, mais on achète les titres qui nous ont plu. Le métier d'éditeur est délicat de ce point de vue-là parce qu'il faut à la fois avoir conscience de ce qu'attendent les lecteurs et de ce qui fonctionne comme type de titre dans le marché dans lequel on évolue, et il faut en même temps ne pas se faire emprisonner parce que les lecteurs attendent et arriver à imposer des nouvelles lignes. Iker parlait tout à l'heure de Survival par exemple, c'est quelque chose qui existait très peu dans le marché et qu'on a réussi à imposer. Le manga historique c'est pareil, c'est quelque chose qui se faisait pas du tout et qu'on a réussi à imposer avec le temps. Donc c'est un mix tout en étant fidèle à ses goûts, de séries qui sont dans l'air du temps, et l'air du temps aussi bien en termes de thématique que de graphisme change très rapidement en manga, donc il faut être à l'affût des nouvelles tendances, et il faut aussi essayer de devancer la tendance. Alors
c'est pas une science exacte, et heureusement sinon on s'engueulera un peu, mais du coup parfois ça marche et parfois ça marche pas du tout. Nickel. Donc, nous, je n'ai pas la chance de pratiquer le japonais. Dieu merci, nous avons des gens avec qui nous travaillons qui le faisons à notre place. Donc, c'est vrai qu'en tant qu'éditeur, très souvent, pour la Kotokan comme pour Soleil Manga, la première sélection se fait très souvent sur le graphisme et sur la capacité du titre de se fondre dans les lignes éditoriales de chaque maison. Donc, voilà, on sait que Soleil Manga a une ligne plutôt shoujo, jeux vidéo et seinen, là où Del Kotokan est plus shonen, seinen et encore un peu shoujo, mais sur d'autres tranches de shoujo. Donc les choix se font aussi par opportunité commerciale, il ne faut pas se mentir. Il y a des risques qui sont pris de plus en plus tôt, je pense qu'on verra tout à l'heure. Il y a des titres qui, dès les premiers chapitres parus, font déjà l'objet d'offres de la part des éditeurs français, sans même savoir vers quoi se dirige l'histoire, vers combien il y aura de volume. Donc on part parfois complètement à l'aveugle, très honnêtement. De même que les lecteurs qui, sur la liste des scans, soit se tiennent très informés, réclament dès les premiers chapitres aussi la nouveauté, et que l'un des ressorts qui ont été trouvés pour relancer aussi le marché du manga a été cette proximité avec le marché japonais. Donc on a vu la même, il me semble c'est Nirvana qui est publié en même temps au Japon et en France notamment. Donc il y a des prises de risques qui sont maintenant réelles. Certains éditeurs prennent plus que d'autres parce qu'il faut devancer la concurrence. Il faut devancer aussi les first options qui existent dans ce marché et qui parfois passent par une forme de roublardise en disant je vais passer très 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 vite. Alors, ce que tu appelles first option pour ceux qui ne connaissent pas? C'est le lien qui lie Kaze à Shueisha et Shogakukan ou Pika à Kodansha, qui sont des accords réciproques qui leur permettent d'avoir parfois du premier choix très facilement. Et pour les autres éditeurs, il faut agir différemment. Donc ça se fait soit en allant là où les autres ne vont pas, ce que font très bien par exemple Komiku et Akata, ou ce qu'a fait Soleil avec l'éditeur Express en faisant les classiques en manga. Donc il y a le travail d'un éditeur, c'est aussi faire preuve d'ingéniosité. Donc c'est aller, comme disait Ahmed aussi, c'est de pouvoir proposer aux plus curieux d'entre eux autre chose. Et donc c'est un marché très concurrentiel, plus difficile, mais qui doit se faire au bénéfice du lecteur à terme. Donc voilà. D'accord. On arrive là, on a un exemple donc, de classique en manga, ce qui me permet de parler des thématiques. On a parlé tout à l'heure des titres qui fonctionnent. Est-ce qu'il y a des thématiques qui sont marquées au fer rouge en France parce qu'il y a eu beaucoup de bides ou de fours, ou est-ce qu'il n'y a vraiment pas de règle là-dessus et on pourrait faire de tout. Les sports, Il y a le sport, Le sport. il y a les mécas, Ouais. les sports, le méca, le moé ça a un peu de mal, les josei difficiles, de vie. Et tout ça bouge énormément avec le temps parce que le manga sportif, par exemple, à une certaine époque, avec l'appui des dessins animés et avec l'appui des diffusions télé, voilà, Captain Tsubasa, au départ, c'était très puissant. Aujourd'hui, Un ballon en pizza quand même. effectivement. Et qui marche plus du tout. Et c'est vrai que c'est le genre de séries qui sont extrêmement grand public et dont on pourrait se dire un manga sur le basket, un manga sur le volleyball, ça va forcément cartonner parce qu'il y a suffisamment de fans des sports en question pour susciter un succès commercial. Et en fait, non, on se rend compte que sans l'appui de la télévision, sans l'appui de l'animé pour toucher un public vraiment très large, comme Olivier Tom ou Jeanne Esther avait pu provoquer des phénomènes de cours de récréation à l'époque, sans ça, le manga, par ses propres moyens, a énormément de mal. Ça changera peut-être un jour, mais aujourd'hui c'est un peu compliqué. Ouais. Alors, on remarque aussi dans des choses beaucoup plus resserrées, par exemple sur le marché du shoujo, au Japon ce qui marche le mieux ce sont les mangas de romance avec des jeunes garçons un petit peu chibi, donc ils font un petit peu jeunes, un peu petits, limite très jeunes, chose qui ne marche pas du tout en France, où on aime, les jeunes filles préfèrent les beaux gosses poseurs avec un regard de braise, et malheureusement au Japon, Ça pousse dans le public. et donc forcément au Japon, ils privilégient les jeunes garçons qui ont l'air d'avoir 12 ans.
et ce sont les titres les plus mis en avant. Et il y a forcément une très forte dichotomie entre le marché japonais et le marché français sur le shoujo, qui explique aussi peut-être un peu plus les difficultés qu'a le shoujo, et beaucoup de questionnements pour les éditeurs japonais sur le fait que le shonen et le seinen, ça a très bien démarré en France, sont très contents, et ils aimeraient faire la même chose avec le shoujo, sauf que ce marché est beaucoup plus difficile, ce qui explique aussi les difficultés de certains éditeurs sur ce marché-là, qui est détenu que par quelques éditeurs et par des spécialistes, parce que on ne peut pas se contenter de prendre les best-sellers. Si on prend les best-sellers shoujo du Japon et qu'on les transpose en France, on fait un gadin. Donc il y a des espèces de mini-secteurs comme ça qui nous font, voilà, le personnage a l'air trop jeune, je ne peux pas le prendre. Je peux pas prendre ce titre. Voilà. Là, sans revenir sur le genre sportif ou shoujo, il y a le troisième genre marqué du fer rouge, le mecha. C'est-à-dire que si tu achètes un manga avec un robot dessus, c'est foutu. C'est-à-dire qu'il ne se vendra jamais parce que les gens ne voient qu'une machine sur une couve et ne peuvent même pas imaginer qu'il y ait un scénario de politique, géopolitique, économie, enfin quelque chose de travaillé. Donc des séries comme Gundam The Origin, imaginez que les 9 premiers, enfin la série est toujours encore chez Pika, va bientôt se terminer, mais les 9 premiers sont déjà en arrêt de commercialisation. Si vous tentez de dépasser le 9, vous pouvez faire les autres, mais sachant que jusqu'au 14, c'est indisponible. Donc c'est des séries qui ne se vendent vraiment pas, et bon là c'est un exemple parmi tant d'autres. Il y a eu Breakblade qui était arrêté en pleine édition. Mais en fait c'est un genre maudit surtout. Donc voilà. Donc non, ça... Éventuellement fonctionner. Ça existe, pour les vieux. Et bon voilà, les pas sont dans nos rayons, ils prennent bien la poussière, mais ça vend plus. Voilà, c'est le shoujo, le mecha, le sport. L'humour aussi. L'humour aussi. On n'aime pas rire en France. Donc, voilà. Si on aime rire, on aime rire, mais on ne rit pas exactement de la même manière que les Japonais. Et c'est vrai que l'humour japonais est souvent extrêmement référencé. Et si je prends une série comme, je sais pas, c'est comment Monsieur Désespoir. C'est marrant, Monsieur Désespoir. C'est effectivement tordant pour un japonais, mais pour un français, il faut limite mettre des notes à tous les pas de page, quoi, parce que on va parler d'un politicien japonais, alors c'est drôle parce que c'est c'est Fillon, il s'est fait offrir des costumes par un autre riche et c'est drôle, mais pour un étranger, ça parle pas du tout, ça va rien dire du tout. Donc évidemment, d'abord, Quintana, alors après, en nuançant un tout petit peu, on a aussi des exceptions dans les genres qui sont liées au talent des auteurs. On parlera par exemple d'Ikaro Novo qui a très bien marché en France, qui pourtant sur un sujet, c'est donc le jeu de dames japonais. C'est un leader pour nous d'origine, mais ça a cartonné, bon, c'est au matin. Et puis, qui a sorti Chiafuru sur les cartes à jouer, ça marche pas du tout, c'est quand même le talent. On a le transport Murata et Chypre, qui a très bien marché, qui est pourtant sur du football américain. Franchement, en France, personne ne joue au football américain. Pourtant, ça a cartonné. Et pourtant, sur des sports comme le tennis, prince du tennis, c'est un four total. Et on joue au tennis. C'est une grosse fédération. Ça marche pas du tout. Ah ouais, là, il reste. Merci. Voilà. Donc, il y a quelques exemples qui sont vraiment au talent des auteurs aussi. Mais sur ces deux cas-là, que ce soit Ikaro Novo ou Aichi 21, ce sont d'excellents shonen qui ont comme toile de fond un sport, mais les ressorts, c'est des ressorts Neketsu, c'est des ressorts purement shonen, et c'est juste un toile de fond en fait. Alors, sur une dernière thématique, c'est le manga Made in France, en relation avec le tremplin qui arrive juste derrière. Est-ce que c'est un secteur avec un gros potentiel? Parce que tous les éditeurs ne font pas forcément. Alors, Ahmed, forcément, je vais me tourner vers toi. Comment tu vois le potentiel de ce manga Made in France? Écoute, le fait même qu'on organise un tremplin mondial, c'est la preuve qu'on y croit un minimum en tout cas. Après, c'est vrai que c'est beaucoup plus difficile de faire de la création en règle générale que de l'achat de licence. Acheter une licence qui existe au Japon pour pas très cher à un éditeur japonais qui va assumer la totalité du risque éditorial, c'est très confortable comme mécanique. Mais quand on est dans la création, c'est-à-dire qu'on paye l'auteur à la planche, on le paye un certain temps avant de pouvoir sortir le projet en librairie et donc de pouvoir rentabiliser l'investissement, c'est un métier qui est complètement différent et qui est beaucoup plus risqué. Ça c'est pour la création en général, que ce soit avec des auteurs japonais ou des auteurs français. Maintenant,
Moi, je crois vachement à la spécificité culturelle. Et désolé pour ceux d'entre vous qui ont déjà entendu cette comparaison 150 fois, mais je fais souvent la comparaison à la musique, la comparaison au rock ou au rap quand ils sont apparus en France. Effectivement, il y a eu une longue période de temps pendant laquelle, pour être considéré comme un rappeur, il fallait venir du Bronx. Il fallait avoir été clochard dans sa jeunesse, il fallait chauffer les mains l'hiver au-dessus d'un bidon d'essence un peu enflammé. Et puis, les premiers rappeurs sont arrivés en France, ils ont un peu essuyé les plates parce qu'on s'est un peu moqué d'eux, parce qu'il fallait être américain. Et puis, des références se sont imposées sur ce genre-là. Il y a eu des NTM, il y a eu des Ayam, il y a eu des groupes comme ça. Et aujourd'hui, les plus gros vendeurs de rap en France sont les Français et plus les Américains. Je ne suis pas en train de dire que dans 20 ans, les plus gros vendeurs de manga en France seront français, mais je pense qu'ils ont suffisamment de connexion avec leur public et qu'ils ont suffisamment d'avantages dans ce qu'ils peuvent apporter en clin d'œil humoristique ou culturel ou quoi que ce soit, pour qu'on puisse créer des phénomènes et s'appuyer sur une base qu'on n'a pas avec des œuvres japonaises. Maintenant, c'est beaucoup plus dur d'imposer un auteur français que d'imposer un auteur japonais, ça c'est une évidence, même si dans notre cas, on a publié en 2016 notre tout premier manga français avec Outlaw Players, et on s'est vraiment donné pour mission de ne pas le lancer comme un sous-manga parce que c'est un manga français. Donc on a mis les mêmes moyens qu'on aurait mis pour un lancement d'envergure pour un manga japonais, et au final, de tous les titres qu'on a lancés l'an dernier, Outlaw Players se vend mieux que pas mal de titres. Au final, il est dans le top 5 des lancements Kiyun de l'an dernier, qui compte 12 lancements si je dis pas de bêtises. Donc c'est possible, mais c'est plus dur. Donc c'est là-dessus qu'on va pouvoir passer aux différentes questions. Je pense qu'on peut applaudir quand même et remercier les intervenants. On a un micro, mais c'est vrai que... Non. On va parler très fort. Alors, de toute façon, la salle est quitte, on va vous entendre. Alors, il faut qu'on vous voit aussi. Ah, merci beaucoup. Par contre, il faut juste lever la main. Ouais, ici il y a des gens, voilà. C'est pour les questions. Donc là, on a une première ici, puis après, de toute façon, on va passer le micro. Bonjour. Bonjour. Alors j'aurais une question par rapport à ce que vous avez dit, par rapport aux nouveautés, en fait, les 150, 160 nouveautés mensuelles. Pour travailler moi-même dans le milieu, je sais que c'est très difficile de faire une sélection des titres. Voilà, c'est une personne de couleur, et c'est moi qui le dis, donc c'est pas vrai, et du coup j'arrivais pas à l'identifier. C'est sûr, perso a débloqué. Du coup, la question en fait c'était par rapport à ces 150 titres qui arrivent mensuellement. Est-ce que vous ne trouvez pas qu'en France, voire même un peu au Japon, il y a un problème avec les classiques, à imposer les classiques dans les étagères? Quand je dis les classiques, je pense aux mangas qui mettent tout le monde d'accord, comme Full Metal Alchemist, ou plus anciennement les Devilman, et enfin ce genre de choses qui devraient être lues par le plus grand nombre et par d'autres, par les nouveaux venus et par les anciens lecteurs, enfin plus anciens. Je ne sais pas si j'étais assez clair. Les deux éditeurs font des classiques. Alors vas-y, Guillaume. Alors, moi, sur la notion de classique, j'ai toujours trouvé que quand même beaucoup d'œuvres sont ancrées dans une période, sont ancrées dans une époque. Donc, je ne suis pas persuadé qu'un Ashita no Jo, que je trouve être un vrai bijou, forcément parlera à tout le monde parce que ça évoque des problématiques qui ne sont pas forcément celles d'aujourd'hui. Et l'évolution naturelle pour ce genre de titre devrait être quand même, selon moi, l'évolution numérique. Parce que pour un libraire, je pense que vous êtes bien placé pour le savoir,
ça va être difficile au bout d'un moment de pouvoir proposer l'intégralité du catalogue manga et vouloir privilégier, on va dire, les titres de fond font que ce fond est amené de toute façon à grandir, avant de faire des sélections avec certains types de fonds ne seront plus des types de fonds, enfin ça rentre dans une mécanique vraiment complexe. Et selon moi, le travail des éditeurs à terme, et pour ça il va falloir beaucoup compter sur le partenariat des éditeurs japonais, du moins pour les titres des japonais, c'est de pouvoir avoir une alternative numérique pour être sûr de pouvoir proposer le plus longtemps possible des éditions pérennes pour tout le monde pouvoir découvrir ces titres-là. Moi je pense que le marché du manga en France est extrêmement jeune encore. On sort tout juste d'une époque où on ne lisait que du shonen et le seinen a commencé à exploser que très récemment. Comme je vous le disais tout à l'heure, des titres comme Silent Boss et Kasame il y a 5 ans, je n'étais pas sûr que ça fonctionnerait très bien. Et je pense que petit à petit, on est en train de se retourner sur l'histoire du manga, on est en train de se l'approprier, et je pense que il n'y a qu'à voir à Angoulême cette année le prix patrimoine pour Kaminoa édité chez Kama. Je pense que plus on avance, plus on se retourne sur l'histoire du manga, et plus ces titres-là, on va redécouvrir leur importance et les influences qu'ils ont apportées sur les titres qu'on lit actuellement. Donc je pense qu'au contraire, la place des classiques est amenée à augmenter en nombre dans la production à l'avenir. Après, ça dépendra des éditeurs. Nous, on est un éditeur plutôt moderne et basé sur l'actualité. On n'a pas forcément vocation à faire du classique, mais je pense que c'est un segment qui est amené à croître et à s'imposer avec le temps. Merci. Alors, je pense que juste aussi pour finir, pour le classique aussi, il y a une notion d'âge du lectorat. Et en fait, le lectorat ayant vieilli, on sera plus, les quarantaines, on va dire 30, 40, on est plus intéressés par les classiques que les jeunes. Et donc, ça va se développer de plus en plus, je pense. Naturellement. Mais c'est vrai que quand on a 15 ans, on n'a peut-être pas spécialement envie de lire tout de suite Cyborg 009 ou Washita Nojo, alors qu'on a Hippo à côté, graphiquement c'est quand même assez différent, c'est assez difficile. Donc, mais en vieillissant, on va évidemment, on espère en tout cas, qu'ils liront ce genre de livre. Chaud. Et d'autres questions ? C'est vrai que Voilà. Bonsoir. Juste une question. Quelle est la part des mangas chinois et coréens dans le marché actuel? Alors, je cible encore plus ta question. En préambule, En termes de publication, en termes de nombre de publications, de choses qu'on propose, ou tu parles en termes plutôt de vente? Plutôt de vente. Plutôt de vente. Est-ce qu'on compte les mangas dessinés par des Coréens, type Boichi? Ah oui. Oui, on compte. On compte. Alors, c'est pas le même. Ça vous manque légèrement. Voilà. J'ai envie de dire que c'est la seule catégorie qui soit réellement présente, c'est-à-dire que effectivement les éditeurs japonais de plus en plus s'appuient sur des dessinateurs coréens parce qu'ils ont une patte graphique qui est différente de la leur et Vian Spedler, Sunken Rock, ce genre de titres-là sont effectivement dessinés par des Coréens, mais considérés comme du Ariadi, sont considérés comme du manga parce que c'est publié par des éditeurs japonais. Parfois même le lecteur n'est pas au courant que le dessinateur est coréen parce que c'est des pseudonymes et que voilà, nous on a plein de... Combien de fois on a eu des gens sur le stand qui disaient « Ah, moi j'aime pas les dessinateurs coréens, j'aime pas leur style » et puis ils découvrent que ah c'est un coréen, ah bah il n'est pas comme les autres. Voilà. Mais en dehors de ça, honnêtement, la part du manhwa et de la bande dessinée chinoise est vraiment anecdotique, pour pas dire proche du En librairie, vous verrez très bien, tous les éditeurs qui ne font que du coréen, malheureusement, disparaissent la plupart du temps pour faire 3 fois ou 3 fois. Mais voilà, donc ça c'est une vérité parce que les gens sont habitués au manga et dès qu'on dit manga coréen, du manhwa, ça devient plus compliqué. Et puis pour les publications chinoises en manhwa, c'est pas beaucoup plus simple puisque généralement ce sont des formats quasi comics qui sortent dans un format qui se rapproche pas du manga parce que c'est considéré un peu comme des bouquins un peu plus sympas graphiquement avec des histoires différentes et puis qu'on essaie d'intéresser
pas forcément un lectorat manga de base, on essaie d'élargir la cible à des lectorats plus BD ou comics à la limite. Mais c'est jamais des éditeurs ou des titres qui se vendent par kilo de 50. On n'est pas dans le shonen, je vous rassure. Il y a une appropriation culturelle qui est très forte avec le manga, c'est-à-dire qu'une grande partie du lectorat lit du manga parce qu'ils sont fans du Japon et qu'ils rapprochent ça vraiment de manière très importante du Japon. Donc tout ce qui sort du Japon, tout ce qui est produit en dehors du Japon, c'est un peu des imposteurs quelque part. Ils sont pas légitimes. C'est des faux. C'est des faux. Je sais quand même un bémol sur le phénomène des webtoons qui a démarré, sur lesquels je pense on est tous très attentifs, parce qu'on voit qu'il y a un véritable attrait auprès du public sur ces genres de titres-là, et il y a peut-être quelque chose à faire. Explique. Les webtoons sont des publications qui sont faites uniquement pour le web et qui sont faites par les Coréens sur différents thèmes et qui ont un très grand succès auprès des internautes. Je crois pas dire de bêtises d'ailleurs qu'il y a plus, le marché du manga en Corée est maintenant numérique et assez peu papier finalement. Il y a des gros auteurs qui étaient publiés en France d'ailleurs, qui ne publient en Corée que en numérique. La suite de leur histoire en numérique. Et puis après, il y a parfois des éditeurs qui rachètent la version numérique pour publier en physique, mais maintenant c'est un petit marché en fait. Une autre question? Oui, en fait, je me demandais, on parlait tout à l'heure des nouveautés, il y a des nouveaux lecteurs, des nouveaux mangas, et je me demandais si c'était pas lié notamment au fait que les gens, justement, ces différences entre shonen, shoujo, seinen, il y a pas tendance un peu à s'effacer. Je pense par exemple à des titres, surtout les titres de Kiyun, avec par exemple Silent Voice ou Bright Stories, qui ressemblent moins en fait au type de manga qu'on a l'habitude de voir et qui en fait sortent des conventions et qui finalement sont plus difficiles à classer et qui je pense peuvent intéresser du coup des lecteurs qui finalement ne s'étaient pas intéressés avant au manga parce que trop stéréotypés, trop attendu d'avance, et je me demande si c'était pas bien en fait. Alors déjà merci pour la question, ça me permet de placer une réponse que je n'avais pas vu. Amen, je te laisse répondre. Vous êtes venus ensemble, c'est pas possible. Alors effectivement, nous pendant très longtemps chez Kiyun, on n'a pas eu de catégorie éditoriale, on n'avait pas de catégorie shonen, seinen, shoujo. C'est un luxe qu'on pouvait se permettre parce qu'on avait une production qui était très limitée et on aimait bien justement essayer d'inviter nos lecteurs à passer de récits un petit peu plus shonen à de récits un petit peu plus tendance shoujo ou quoi que ce soit. Bref, naviguer entre les types de récits et les types d'univers. On a été rattrapé un petit peu par la réalité du marché. Aujourd'hui, la plupart des points de vente sont structurés avec des rayons shonen, seinen, shoujo, donc il faut un petit peu quelque part s'accommoder de ces étiquettes-là, même si comme toutes les étiquettes, ça limite pas mal de choses. Et c'est ce qu'on a essayé de faire cette année avec Kizuna, de décloisonner un petit peu parce que justement on a de plus en plus de séries comme ça au sein du catalogue Kiyun, comme Bright Stories, comme Silent Voice, qui sont Bright Stories Seinen parce que publié dans un magazine Seinen au Japon, mais qui déborde assez largement de cette étiquette de Seinen. C'est un récit universel qui peut être lu par des gamins de 7 ans et par des grands-parents sans aucun problème. Silent Voice, de la même manière, c'est un shonen parce que c'est publié dans un magazine shonen, mais le problème du harcèlement scolaire et de l'acceptation du handicap dans la société, ça parle évidemment plus qu'à des 12-14 ans. Donc c'est parce qu'on avait envie de passer ce genre de titre-là dans une case à part qu'on a créé cette nouvelle collection qui a justement pour but de viser un public le plus large possible sans cette idée de c'est pour les enfants, c'est pour les adultes, c'est pour les adolescents. Voilà. Merci. Merci. Bonsoir et merci pour la table ronde, c'était très intéressant. Et comme vous avez à peu près un peu effleuré la question des shoujo, de leur part dans les ventes et de la perte du lectorat féminin après 5 ans, je voulais savoir si vous cherchiez en tant qu'éditeur ou en tant que lecteur, je ne sais pas s'il y en a qui lisent du japonais à part Ahmed, si vous cherchez des titres qui ont plus fonctionné pour ce lectorat féminin qui est finalement perdu en termes de vente,
Et si, par exemple, le succès de 50 Shades of Grey a changé la donne dans le ligne éditoriale. Alors, tiens, je prends la parole. Sachant que 50 Shades of Grey est énormément lu par des jeunes filles de 14-16 ans, et qui se trouvent être particulièrement intéressées aussi par les shoujo que nous publions, qui révèlent des histoires passionnantes entre des frères et des sœurs, des frères et des sœurs, des cousines. Bref, la thématique de l'amour interdit qui plaît beaucoup aux jeunes filles. J'ai plus envie de dire, nous, quand on essaye de conserver nos lectrices au-delà de 18-19 ans, avec d'autres titres shoujo, on l'a essayé à plusieurs reprises, on l'a essayé sous différentes formes. On n'est pas les seuls, hein, d'autres éditeurs comme Akata notamment tentent de conserver ce lectorat-là. C'est plus difficile. Très souvent, les jeunes filles qui continuent à lire du manga s'orientent davantage vers du seinen, sur les Bright Stories notamment, ou sur des titres comme ça. Et le problème, c'est que l'offre qui est faite au Japon pour les femmes un peu plus âgées reste tout de même, peut-être pour le lectorat féminin, un peu trop... comment dire, un peu frivole, c'est-à-dire qu'on passe de problématiques de lycéennes à problématiques de jeunes femmes qui cherchent un travail pour trouver un époux. Donc c'est les mêmes problématiques qu'au lycée, mais dans le milieu du travail. Et voilà, ça s'éloigne davantage des problématiques des jeunes femmes qui travaillent en France. Et je pense que ce décalage fait que c'est beaucoup plus difficile. Du coup, le nombre de titres vraiment pertinents dans le josei pour un public féminin est très restreint. Donc, on essaye de s'y intéresser. Panini l'a fait également, Kana le fait également. Et au niveau commercial, on peut dire que c'est plutôt pas une franche réussite. Donc il y a une prise de risque qui est importante, qui malheureusement se solde souvent par des échecs sur des titres en plus parfois assez longs. Donc par le passé, ça a réussi dans le catalogue Delcourt, donc il y aura forcément de nouvelles tentatives. Mais voilà, c'est un peu à la fois trouver nos titres pour garder ce lectorat, mais ce lectorat n'est pas encore là, donc les ventes ne sont pas là. Donc il y a un peu un cercle vicieux malheureusement qu'il faut arriver à briser. Il faut trouver les titres pour ça. Donc je pense que tous les éditeurs qui publient du shoujo cherchent ce genre de titres, forcément, parce qu'en plus de ça, ça apporte une image qualitative très intéressante. Mais on est bloqué à la fois par la production japonaise qui n'est pas pléthorique et pas forcément adaptée au lectorat plus adulte chez les femmes, et les résultats commerciaux qui rendent à la fois le libraire un petit peu frileux très fatalement. Et voilà, donc tout ça fait que c'est un petit peu difficile, je ne vais pas dire qu'on baisse les bras, juste que c'est un peu plus difficile. Si je peux préciser la question pour Kion, parce qu'effectivement je trouve que l'offre de josei au Japon ne correspond pas du tout aux attentes d'une femme de 30 ans en Belgique ou en France. Et du coup je me demandais si vous comptiez jouer sur la spécificité culturelle via les tremplins Kion. Jouer sur la spécificité... publier des auteurs français qui créent du josei. Mm-hmm. Alors moi d'abord ce qu'il faut savoir, je vais être honnête, j'aime pas le show. Parce que comme je vous disais tout à l'heure, je lis chacun de mes titres et je les publie quand ils m'ont plu. Et j'arrive la plupart du temps à me mettre dans les baskets des lecteurs, mais j'avoue que c'est une impossibilité, c'est une faiblesse que j'ai. Je n'arrive pas à me mettre dans la peau d'une jeune japonaise de 13 ou 14 ans, et ces histoires m'ennuient profondément. C'est pas 100% du shoujo, mais c'est vrai qu'une grande partie de la production shoujo au Japon tourne autour des amours collégiennes ou lycéennes, ou des amours interdites, incestueuses et compagnie. Et voilà, c'est pas ma tasse de thé. Je me force. C'est-à-dire qu'une fois par mois, une journée shoujo dans le mois, je me dis putain, il faut que je lise du shoujo. Et j'en ai commandé 3 ou 4 et je fais l'effort de les lire pour voir si je vais trouver quelque chose qui me plaît. Et j'avoue que ça arrive très rarement. Et quand ça arrive, comme Kiun n'est pas un éditeur spécialiste du genre, on n'est pas forcément l'éditeur qui est retenu pour ce type de titre-là, ou alors on s'est réveillé un petit peu trop tard. Moi j'adore des titres comme Orange, j'adore des titres comme Sweet Girl, parce que ça sort un peu de ça. J'adore des titres comme Mon Histoire, par exemple,
exemple chez Cana. Ça arrive que j'ai eu des véritables coups de cœur sur des titres comme ça, mais on n'est pas crédible auprès des éditeurs japonais parce que nous, voilà, on est vu comme un éditeur de seinen, un peu plus shonen aujourd'hui, mais pas du tout shoujo. Et du coup, je recentre sur cette question, justement, profiter du tremplin ou de la création française pour établir ce qu'on alors ça, j'ai envie de dire, même en dehors du tremplin et de la création originale, je lis du josei, mais mon constat est un petit peu le même que celui d'Iker. Pour l'instant, j'ai pas trouvé d'œuvre qui me plaisait parce que le postulat culturel de ces titres-là est très 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 différent des attentes des jeunes françaises. Enfin, dans cette assistance du moins, je suis sûr que personne ne veut se marier avec un mari parce qu'il est riche et que comme ça elle n'aura plus besoin de travailler et qu'elle sera peinarde jusqu'à la fin de ses jours. Voilà. Et en création, moi évidemment je ne me suis pas fermé. Si un jour un auteur français me propose un projet fabuleux josei avec un axe social très développé et que c'est pertinent pour le lectorat manga, je ne m'interdis pas de le publier. Maintenant, je suis moins à même de développer ce genre de choses-là qui fait du shoujo de base. Voilà. Je ne sais pas si ça répond à vos attentes ou pas, mais après, il y a un peu de josei dans Bright Story et dans Les Appels à Meurtre, quoi. Voilà. Et dans Reine d'Égypte. Une attention sur une dernière question. Bonsoir. J'allais dire, le shoujo en librairie, c'est pas forcément mieux. Déjà, vous voyez les éditeurs qui souffrent. Et puis en librairie, quand moi je vous propose un shoujo, je suis pas crédible. Alors que j'en ai dans ma bibliothèque, mais Kimi wa Pet, Life, et ce genre de titres, j'en ai d'autres, j'en cite 2, mais c'est pas une évidence. C'est-à-dire qu'en fait, pour le lectorat masculin ou féminin, par exemple, un mec, vous allez lui proposer du shonen, du seinen, vous lui dites du shoujo, il regarde, fait pourquoi, enfin tu manques de respect. Mais alors que le lectorat féminin, moi je l'adore, plein dans mon cœur, parce que le lectorat féminin, il lit tout, il est moins compliqué, il est moins chiant que les mecs. Donc ça c'est... Ah oui mais ouais, il va pas en librairie. Non mais voilà, le lectorat féminin, on en a, nous, mais beaucoup moins que le lectorat masculin, malheureusement. Le lectorat féminin, on peut lui proposer de tout, le lectorat masculin, c'est ah ouais, shoujo, doki doki, kila, les études, quoi. Non, mec, il y a une chose derrière, il y a un vrai scénario. Oh, tu m'impressionnes là. Donc quand vous arrivez à passer du monde histoire à un mec, je peux vous dire que j'ai fait ma journée. Moi, mon challenge, il est avec moi. J'ai débloqué un level. Donc, c'est pour ça. Non, le shoujo, en général, c'est plus compliqué parce qu'il n'est pas généraliste. Il est vraiment pour un public spécifique. Et c'est ça qui est triste, en fait, de mon point de vue. Pour ça, les éditeurs, de mon point de vue, ont beaucoup plus de difficultés à le proposer et de vous faire des propositions intéressantes, surtout parce que ils tentent des trucs, quoi. C'est un peu à l'aveugle. Et ça, je pense qu'il faut le voir aussi comme ça. Juste une dernière chose avant la dernière question, c'était sur le shoujo en particulier. Sur Japan Expo, on a pu constater qu'on faisait des ventes à peu près équivalentes à Kiyun, alors que je ne pense pas qu'on fasse des ventes à peu près équivalentes à Kiyun dans la librairie. Et on vend énormément de shoujo. Et on a remarqué, en fait, le problème, c'est que les lectrices de shoujo soit achètent sur Internet, soit achètent en GSS, donc type Fnac, Cultura ou choses comme ça, et pas tellement chez les libraires. Donc, comme elles ne vont pas chez les libraires, le libraire a un peu de shoujo, comme le libraire a un peu de shoujo, elle ne vient pas en librairie. Ouais, c'est la faute des libraires. C'est la faute des C'est ainsi conclu cette conférence. Mais sérieusement, les ventes de shoujo se font, mais sur des réseaux un peu différents. Je peux faire une photo de ma librairie. Non, je suis plein de soleil. Je suis déjà venu. Il y a une dernière question. Oui, bonsoir. Je vais essayer de recentrer bien ma question parce que c'est un peu compliqué. C'est par rapport aux relations, je m'adresse surtout aux éditeurs, c'est par rapport aux relations avec les éditeurs japonais. Vous avez mentionné le fait qu'aujourd'hui il y a une plus grosse prise de risque parce que vous devez faire des offres à peu près quand il y a eu le premier chapitre qui est prépublié dans les magazines. Et vous avez mentionné aussi le rapport un peu compliqué entre, compliqué surtout pour les autres maisons, mais Viz, Karachi, Kazé. Et je pensais aussi au contrat d'exclusivité de Pika avec Kodansha. Comment est-ce que vous sentez les nouvelles stratégies quelles sont les nouvelles stratégies et les nouveaux enjeux d'après vous de ce marché qui continue de développer avec ce genre de concurrence entre guillemets?
Ces contraintes-là, elles ont Pika Kodansha, ça existe depuis très 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 longtemps, donc c'est pas nouveau pour nous, on a appris à travailler avec. On sait juste que effectivement s'il y a un fairy tale ou un Seven Deadly Sins ou une série de ce type-là qui émerge chez Kodansha, on sait de facto que c'est pas pour nous. Maintenant, le catalogue d'un éditeur comme Kodansha est extrêmement riche, extrêmement large. On trouve quand même largement de quoi satisfaire nos appétits d'éditeurs avec ça. C'est la même chose pour Kazé et Shueisha. Shueisha, c'est un éditeur avec extrêmement riche. Donc c'est des contraintes avec lesquelles il faut faire. Évidemment, on va être honnête avec vous, et si on pouvait s'en passer, on s'en passerait bien. Mais je ne sais pas pour hier, mais on trouve quand même suffisamment de quoi satisfaire notre appétit à côté des quelques titres qui nous sont refusés. Et à côté de ça, c'est vrai qu'on ne peut pas non plus mettre tous nos œufs dans le même panier, et que pour ne pas dépendre à 100% des éditeurs japonais, nous on a pris le parti depuis très longtemps chez Kibun de faire de la création originale avec des auteurs japonais et aujourd'hui avec des auteurs français. C'est d'une part parce que c'est un travail rigolo et très différent de travailler avec un auteur. C'est plus enrichissant éditorialement parlant, c'est plus chiant aussi, mais c'est plus enrichissant. Mais ça nous permet d'avoir une partie du catalogue, une partie de la production qui ne dépend pas que des éditeurs japonais. C'est notre manière à nous de... c'est Dominique Verret, je crois, qui disait... en grand sage, je crois que c'est Dominique Verret qui disait, de toute façon, quand on est éditeur de manga, on est locataire d'un appartement, et le jour où le proprio décide de reprendre ses clés et de vous mettre dehors, il peut, et on se retrouve avec nos yeux pour pleurer. C'est vrai. Et donc, je pense que nous, quand on fait de la création originale avec les Japonais et les Français, quelque part, on essaye de travailler à notre accession à la propriété et de ne pas être de simples locataires. Que dire de plus? Non, je assez bien résumé la chose. Encore une fois, ces accords-là, pour donner quelques exemples, n'ont pas empêché Tonkam de publier Food Wars alors que c'est un des piliers du Jump actuellement. Pour cela, on a pu avoir Prison School chez Kodansha qui était un gros phénomène à ce moment-là, ou Is the Beast qui est la meilleure vente shoujo actuelle alors que c'est un Shueisha qu'elles auraient pu le faire. Donc, comme l'a dit Ahmed, ils peuvent, ceux appliqués au même casé ne peuvent pas tout publier non plus, ils ne peuvent pas acheter toutes les licences, c'est contre l'intérêt de l'auteur. Et la priorité quand même pour ces éditeurs japonais, dans leur deal avec les éditeurs français, c'est priorité pour l'auteur. Donc l'intérêt de l'auteur est prioritaire. Si un éditeur français, autre que ceux avec qui ils ont des partenariats, font des propositions ou des offres particulièrement importantes et qui vont dans l'intérêt de l'auteur, ça peut être on va dire, supra-accord, comme ça a pu être le cas sur One Punch Man, sur My Hero Academia, ou sur d'autres titres Kodansha, quand Ajin était chez Glénat, alors qu'il aurait pu être chez Pika. Donc ces accords-là, ils existent, ce ne sont pas des exclusivités, puisque vous avez utilisé le terme d'exclusivité, c'est une first option, c'est-à-dire qu'ils ont la possibilité de bloquer le titre. Mais pour bloquer le titre, ça peut les amener à devoir s'aligner sur les offres d'autres éditeurs français, et parfois ils font le choix de ne pas le faire, tout simplement. Et ça amène des titres Kodansha très importants qui ne vont pas chez Pika, ou des titres Shueisha très importants qui ne vont pas chez Kazé. Merci. Je pense qu'on peut les applaudir une nouvelle fois. On va bientôt passer au tremplin. J'en profite. Je termine. Donc, si jamais vous voulez des compléments d'information sur le marché du manga, je vous invite à aller lire le bilan 2016. Vous pouvez trouver sur Journal du Japon, www.journaldujapon.com, qui est paru hier pour plus d'informations. Merci à vous. Et puis merci à vous, monsieur.